Bonjour à tous. Alors, on a 13 000 millionnaires français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils payent pas un centime, donc c'est un chiffre qui a fait la une il y a quelques semaines. Il a enflammé les réseaux sociaux, il a divisé les politiques, scandale fiscal, fraude massive, malentendus. Bon, c'est pas facile de démêler le vrai du faux. Alors pour y voir plus clair, j'ai invité Gaëlle Josse. Gaëlle Josse, elle est avocate fiscaliste, donc elle connaît très bien les questions. Et avec elle, on va décrypter sans aucune polémique, pas d'idéologie, pas de langue de bois, et on va remettre les chiffres à leur vraie place. C'est-à-dire comprendre la différence fondamentale entre un patrimoine et un revenu. C'est vrai qu'en France, on a un peu de mal avec cette notion, et on va passer en revue les différents mécanismes tout à fait légaux qui permettent d'expliquer ces situations particulières. Et puis on va parler en même temps d'un vrai problème français qui est celui d'une fiscalité totalement illisible aujourd'hui, tellement illisible que même les fiscalistes, ils doivent se réformer chaque année sur la maîtrise de cette fiscalité qui apporte des éléments nouveaux quasiment tous les mois. Donc un épisode pour démêler le vrai du faux. Passion Immo, c'est parti. Alors, avant de démarrer l'interview avec Gaëlle Josse, avocate fiscaliste, petite précision. Depuis le moment où j'ai réalisé l'enregistrement, il y a seulement quelques semaines, il y a un élément nouveau qui est apparu dans la presse, qui a été largement relayé, à savoir que ces fameux 13 000 millionnaires qui ne paieraient pas l'impôt sur le revenu, ce seraient des fraudeurs, en tout cas une partie d'entre eux. Alors j'y reviens tout à la fin de l'épisode, parce que comme vous le savez sur Passion Immo, on aime bien la précision et les faits. Voilà, alors j'anticipe, cela dit, sur ce que sera cette conclusion. Ça ne change pas, absolument pas, l'analyse que fait Gaëlle Josse sur cette situation fiscale de ces millionnaires. Simplement, je reviendrai dessus en toute fin d'épisode pour indiquer quelle petite précision supplémentaire il faut apporter sur ces fameux fraudeurs qui auraient été identifiés par l'administration fiscale. Bon, alors Gaëlle, on va parler de fiscalité et avant qu'on aille sur le fond des choses, parce que le fond des choses, c'est quand même une petite polémique qui a eu lieu il y a quelques semaines sur ces affreux millionnaires qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. Moi, j'ai une question beaucoup plus générale. Il y a quelque chose qui m'interpelle depuis quelques années. À ce point, je trouve, on est dans un pays où il y a une absence totale de consensus sur la question fiscale. Alors, je peux comprendre, parce qu'après tout, on n'est pas obligés les uns et les autres d'avoir la même opinion là-dessus. Mais il y a un gouffre entre des positions antagonistes pour caricaturer entre ceux qui admettraient de relever les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu à quasiment 90%, si j'ai bien compris les programmes de la dernière élection législative, et puis ceux qui auraient une position quasiment ultra-libérale de il faut pas d'impôt, l'impôt c'est absolument abominable. Et en fait, on a un peu la crainte d'être dans une difficulté à être sur une position médiane. C'est pas le cas dans tous les pays comparables au nôtre. Comment vous expliquez en France cette différence absolument abyssale de point de vue sur les questions fiscales? Pour moi, il y a plusieurs sources, pour être honnête. La première, on est quand même dans une énorme période de désinformation. Donc, vous voyez tout et son contraire passer, les gens savent plus à quoi se fier. Moi, j'ai vu passer des informations à la télé et en fait, qui étaient totalement fausses. Et pourtant, c'était sur des chaînes grand public. Donc, c'est très compliqué pour les gens d'avoir, je veux dire, une opinion informée, surtout sur des sujets qui sont aussi techniques. Ce qui arrive au deuxième point. Aujourd'hui, je pense que, et c'est le cas de beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, la fiscalité est incompréhensible. Et pourtant, c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours. Aujourd'hui, pour vous dire, c'est que, et ça, c'est quelque chose pour l'expliquer que je dis à chaque fois, c'est aucun fiscaliste ne va avoir, comme beaucoup d'autres avocats dans d'autres domaines, ne va avoir un code général des impôts ouvert à côté de lui à chaque fois. C'est-à-dire que
dans les 3 quarts du temps, les bons fiscalistes ne l'ouvrent pas. On revient au texte, bien sûr, on connaît nos textes, mais on va aller sur des versions qui sont, on va dire, vulgarisées, qui sont notamment la doctrine administrative, parce que tout simplement, le Code général des impôts est illisible. Tout D'accord. simplement parce que bah, la loi change tous les ans et que comme il y a des textes qui restent applicables pendant encore des années et les régimes restent applicables pendant des années, vous avez de la loi sur de la loi sur de la loi sur de la loi qui vient s'appliquer. Je peux vous assurer que le Code général des impôts est illisible. Et pourtant, moi, j'en fais tous les jours. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on va rajouter au milieu de tout ça une forme d'idéologie. Une idéologie qui n'est pas forcément factuelle. Il y a des pays, et je vous dirais même pas laquelle est la bonne ou laquelle est la mauvaise, puisque vous avez des pays qui sont très tournés et justement qui vont fortement imposer leurs citoyens, mais derrière, toute la gestion, on va dire, de cet argent et de l'argent public est impeccable. Donc, le pays fonctionne. Et les gens, derrière, bah, ils payent tous ces impôts, mais derrière, leurs services publics sont gratuits, l'éducation est totalement gratuite, leurs soins sont gratuits, tout ça est, on va dire, ça fonctionne. Donc, les gens savent pourquoi ils payent de l'impôt. Et derrière, ils ont des représentants qui sont irréprochables. Donc, vous avez des pays, notamment dans le nord de l'Europe, où une personne qui paye un Twix avec de l'argent public, Oui. elle doit démissionner. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans un cas de figure semblable en France. De l'autre côté, vous avez des pays qui sont 100% libéraux et qui disent, bah, ce que vous voulez avoir, vous le payez. Après, encore une fois, je ne dis pas que je suis plus pour l'un ou pour l'autre. Je dis juste qu'il faut que, pour qu'un système fonctionne, il y ait une cohérence. Aujourd'hui, on est en crise. Et je pense que beaucoup de gens essaient de trouver une responsabilité et l'origine de cette crise. Et donc, suivant les expériences de chacun, suivant aussi les informations qu'on entend et suivant notre environnement, bah, vous allez entendre les deux. Vous allez entendre les gens qui ont l'impression d'étouffer sous les impôts, qui se disent, donc forcément, ces gens-là, on va s'adresser à eux en leur disant, regardez tous ces gens qui profitent de vos impôts. Et de l'autre côté, bah, vous avez des personnes qui voient les différences de richesse et qui se disent, mais pourquoi ceux-là ne payent pas plus d'impôts? Et tout ça fait un d'espèce de bouillie qui nous met dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et en plus de ça, dernier point, c'est qu'on a une culture financière en France et une éducation financière en France qui est très pauvre. Oui. Bah écoutez, je signerai toutes vos explications. Je suis totalement d'accord avec vous. Eh ben maintenant, on va aller au cœur de notre problématique, ces fameux 13 000 millionnaires. Je reviens à la jeunesse de l'information parce que c'est pas inintéressant. On est quand même sur une information qui est sortie de manière un peu nauséabonde quand même, puisqu'en fait elle émane d'un ancien ministre des Finances qui a fait un peu monter le suspense par rapport à ça, dont on avait compris que cet ancien ministre des Finances, bon, il était un peu contrit d'avoir été évincé du changement de gouvernement et qui faisait ressortir ce type d'information. Donc déjà à la base, ces fameuses statistiques, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent quand même de manière un petit peu curieuse. Pour autant, elles sont réelles. Voilà, on a effectivement 13 000 millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu en France. On a vu à quel point ce sujet, il avait suscité un débat presque lunaire, hein, honnêtement. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de décrypter tout ça. Alors déjà, est-ce que c'est vrai que 13 000 millionnaires ne paient pas l'impôt sur le revenu? Et est-ce que c'est énorme dans l'espace fiscal français, ces fameux 13 000 millionnaires? Parce que le chiffre semble impressionnant, vu comme ça. Alors déjà, enfin, je pense qu'il faut savoir ce que c'est qu'être millionnaire aujourd'hui. Parce que, enfin, moi, je connais des gens qui aujourd'hui, en fait, rentrent pas forcément dans, on va dire, l'idée globale qu'on a d'un millionnaire. Donc, quand on parle de millionnaire dans la tête des gens, c'est plus les gens qui touchent le million à la fin du mois que une personne qui a une maison de famille qui a pris de la valeur, par exemple. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui n'ont pas forcément des revenus monstrueux, mais qui vivent dans des biens immobiliers qui leur ont été transmis par leurs grands-parents. Et ces maisons, aujourd'hui, elles ont pris une valeur folle. Quand vous êtes, par exemple, je sais pas, mais je vais vous donner des exemples sur des maisons en banlieue parisienne. Vous avez des maisons qui valent 1,5 million. Pour autant, les gens qui vivent dedans sont pas forcément des millionnaires au sens on va dire de ce que beaucoup de gens voient quand on leur parle de millionnaires. Aujourd'hui, quand on parle de millionnaires, notamment dans les médias, on parle de gens qui sont, je sais pas, les acteurs américains, les grands manias de la finance. Non, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, 13 000 millionnaires, c'est 0,46% de cette partie-là.
de la population. Donc, on n'est pas sur des montants énormes. Enfin, on n'est pas en tout cas sur une part de la population qui est énorme. Pour être plus précis, c'est 0,46% de l'ensemble des contribuables ou 0,46% des contribuables qui sont considérés comme étant millionnaires? C'est 0,46% des millionnaires de mémoire, mais j'ai peur de dire une Non, bêtise. mais vous avez raison. Je vous pose la question parce que j'attendais la réponse, mais c'est ça. C'est pas, la part est finalement encore plus infime que le chiffre pourrait donner l'impression. C'est seulement 0,5%, quoi. Des 3 millions, je crois qu'il y a 3 millions de millionnaires environ en France. C'est seulement ça. Donc la part représente quasiment rien. C'est-à-dire que là encore, on voit bien qu'on a monté en épingle un sujet sur quelque chose qui est infinitésimal. Alors, moi, c'était, en fait, le problème que j'ai, c'est que ces chiffres, ils ont été donnés. Et derrière, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ces gens-là payent pas d'impôts. On dit juste, voilà, ils payent pas d'impôts. Premier article que moi j'ai lu où je me suis dit, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, bah déjà, est-ce que ces personnes, elles sont toutes résidentes françaises? Donc après coup, en creusant, on s'est rendu compte que oui. Mais c'est la première question que je me suis posée, parce qu'après tout, si elles sont pas résidentes françaises, résidentes fiscales françaises, elles ont aucune raison de payer des impôts en France. Si je vous donne un exemple, le roi du Maroc, il est millionnaire en France. Pour autant, il vit pas en France. Donc pourquoi il paierait des impôts en France? Ça n'a aucun sens. Euh, donc on ne sait pas pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, on n'a pas l'information. Donc en fait, je trouve que justement, quand on parlait d'idéologie, c'est complètement rentré dedans. C'est-à-dire que ces gens-là, objectivement, en fait, dans la tête et dans l'imaginaire et la manière dont les choses sont écrites, c'est un scandale, ils fraudent. Tous. Alors, je dis pas que sur les 13 000 personnes, il y a pas de fraudeurs. Je dis juste Possible. qu'à ce stade, on ne sait pas pourquoi ils payent pas d'impôts. Donc, s'ils respectent la loi et que la loi est mal faite, bah, changeons la loi, mais c'est pas de leur faute. Ensuite, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, Ben, je vous relance là-dessus. En fait, moi, j'ai été, mais je trouve que c'est une constante, c'est-à-dire une communication de Bercy qui est assez désastreuse là-dessus et qui montre bien que la transparence en matière d'explication en France, c'est un vrai problème parce qu'on a été effectivement incapable d'expliquer quoi que ce soit sur ce sujet, y compris la ministre du Budget qui s'est défendue, mais de manière, moi j'ai trouvé assez exécrable hein, sur ce dossier-là quand elle a dû le faire. Donc oui, on n'a eu aucune explication ici. Ce qui est une manière de dire, finalement, cette information, elle a été livrée brute, en pâture aux commentateurs, bah, qui y sont allés vraiment à fond, à raconter parfois n'importe quoi. c'est un peu le syndrome, c'est le syndrome pour moi du midi des élections. Ils ont envoyé, ils dépauchent des gens devant les bureaux de vote, sauf qu'on n'a aucun résultat. Donc la seule chose qu'ils doivent faire, c'est commenter un chiffre, la participation à cette heure-ci, en boucle. Et donc forcément, bah, au bout d'un moment, il faut combler le vide d'informations qu'il y a. Donc ça part sur de la spéculation. On a énormément de chaînes aujourd'hui qui ont des chroniqueurs qui vont essayer de donner des explications, mais qui sont pas forcément experts sur le sujet. Donc en fait, on se retrouve très très vite. Puis bien sûr, en plus, il faut faire du clic, voilà, il faut attirer du monde et de l'audimat aujourd'hui. Bah, vous dites que les millionnaires fraudent en France, forcément, oui, ça attire du monde. Mais à ce stade, j'ai pas encore entendu d'explication de la part, on va dire, de l'origine de la source. Et Non, donc, non, à du ce tout. stade, en fait, on ne peut que supposer. Et Ouais. donc, on a été beaucoup. Donc, j'ai été une des X personnes à avoir commenté le sujet, mais en disant, en fait, c'est pas tant que, en fait, on défend cette situation. Ce qu'on dit juste, c'est que bah, avant de monter sur nos grands chevaux, il y a des tonnes d'alternatives qui sont tout à fait acceptables. Et donc, il faut pas, en fait, il faut arrêter de pointer du doigt sans avoir d'explication valable et d'explication logique derrière. Encore une fois, on nous aurait démontré que ces 13 000 personnes étaient des fraudeurs, bah très bien, contrôlez-les et redressez-les. Ouais. Pas de problème. Alors, dans le post, moi sur lequel je m'étais appuyé pour vous contacter, vous faisiez allusion à un moment donné à quelque chose qui est là encore très récurrent en France, c'est cette impossibilité de comprendre la différence entre le patrimoine et le revenu. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir de manière extrêmement simple sur cette différence pourtant fondamentale? Le patrimoine, c'est ce que vous avez. Donc, ça va être votre maison. Ça va être tous les biens que vous avez. Donc, si on veut faire une comparaison, ça va être l'équivalent de votre bilan dans une entreprise. C'est la photo de ce que vous avez à un moment donné. Donc, ce que vous avez sur votre compte en banque. En effet, bah, votre immobilier, vos meubles.
votre voiture, si vous avez des œuvres d'art, des actions, c'est tout ce que vous avez. Votre revenu, c'est ce que vous percevez, Sur une alors que année ce soit donnée. de votre activité professionnelle, sur par exemple, ça va être une activité professionnelle, ça va être aussi si vous avez, je sais pas, des dividendes, des intérêts, tout ce qui va être ce que vous vendez. Donc, par exemple, si vous vendez, je sais pas, un appartement, bah, vous allez avoir un revenu dessus. Le revenu, ça va être la différence entre le prix d'achat de l'appartement et le prix sur lequel vous l'avez vendu. Donc, plutôt le prix de la cession moins le prix d'acquisition, pour être très clair. Et donc, c'est ce que vous avez gagné sur une période donnée. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire que si, c'est sûr que si vous gagnez 1 million, par exemple, par an, c'est pas la même chose que si vous avez 1 million de patrimoine. Et en fait, plus la vie avance et plus c'est entre guillemets facile d'être millionnaire. Donc, suivant la gestion que vous avez, suivant les circonstances dans lesquelles vous vivez et l'environnement dans lequel vous êtes, en fait, bah, dans un sens, je souhaite à tout le monde d'être millionnaire parce que c'est moins, on va dire, c'est pas forcément quelque chose qui est si impossible que ça. Et ce ne sont pas les mêmes impôts qui vont frapper le patrimoine et qui vont frapper le revenu en plus. Là aussi, il y a un mélange à ce niveau-là. Alors, le revenu, c'est le fameux impôt sur le revenu. À la fin de l'année, chaque personne va déclarer ce qu'il a gagné. Donc, et vous remarquerez une chose, c'est que quand on dépose, alors, strictement la déclaration d'impôt sur le revenu, on ne pose pas la question du patrimoine. La seule chose qu'on pose comme question, c'est les fameux comptes bancaires à l'étranger, parce que c'est une question de traçabilité. Mais ça, c'est pas tant une question fiscale, c'est plus une question de règles antiterroristes, anti-blanchiment, etc. C'est pour savoir l'argent à l'étranger, au final, à qui il détient, où et comment il est détenu. Mais dans les faits, on n'a même pas besoin de donner les montants qu'il y a sur les comptes bancaires. L'impôt sur le patrimoine, c'est l'ancienne ISF, qui est aujourd'hui encore un énorme débat, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'impôt sur la fortune immobilière, qui touche tout ce que, justement, qui rentre dans le patrimoine immobilier. Donc les immeubles eux-mêmes. Donc quand je dis immeubles, c'est les appartements, tous les biens immobiliers en général, et les parts de sociétés immobilières, donc tous les actifs immobiliers. Et ça, à partir de 1,3 million de valeur, les gens payent ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Mais c'est deux choses qui sont différentes. On les déclare en même temps, mais c'est deux impôts qui sont strictement séparés. Vous avez des gens qui peuvent gagner 1 million, en effet, qui peuvent avoir un impôt sur le revenu énorme, qui vont pas payer l'IFI, parce qu'ils n'ont pas placé leur argent dans l'immobilier, ils l'ont placé ailleurs. Et donc, ils peuvent gagner beaucoup, mais au final, pas avoir de biens immobiliers. Et de l'autre, vous pouvez avoir des gens justement qui gagnent beaucoup moins, mais qui ont des biens qui ont une valeur importante. Et là, en l'occurrence, bah, ils vont payer l'IFI. Est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples qui font que quelqu'un aura un patrimoine important en termes de millions, puisque c'est voilà, c'est un petit peu ce qu'on vise ici, et qui ne paierait pas d'impôt sur le revenu, sans avoir fraudé. Hein, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet-là? Parce que j'imagine que les quelques exemples que vous pourriez montrer nous diraient c'est 13 000 personnes, ces 13 000 contribuables pourraient tout à fait se trouver dans ces exemples-là. Alors déjà, pour commencer, il y a beaucoup de cas de réduction d'impôts. Qui sont quand des personnes investissent, par exemple, dans des sociétés, dans certaines sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est, par exemple, jeune entreprise de rupture, donc c'est enfin jeune entreprise d'innovation de rupture, et ben ces entreprises-là, il y a quand même 50% du montant que vous avez investi dans ces sociétés-là, parce que c'est des sociétés dans l'innovation, c'est des jeunes startups et donc qui ont besoin de cet argent pour démarrer, donc qui font fonctionner l'économie française. C'est 50% du montant investi dans la limite de 50 000 euros d'investissement par an, ça fait déjà 25 000 euros de réduction d'impôt. Donc vous avez des gens qui s'appellent des business angels. Ces business angels, en fait, littéralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans ce genre de société. Et donc, ils peuvent avoir jusqu'à 25 000 euros de réduction d'impôt. Pour autant, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir une maison qui vaut plus d'1,4 million. Est-ce que ces gens-là vont pas forcément payer d'impôts? Pour autant, ça veut pas dire que derrière, ils sont dans l'illégalité. Et en plus, si je peux me permettre de vous couper, on est là dans une catégorie de contribuables qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu et qui, de surcroît, auraient un avantage bénéfique dans l'économie française par rapport à leur investissement. C'est ce qui est le comble. Alors, c'est surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réductions d'impôts, elles viennent pas de nulle part.
C'est-à-dire que quand vous avez une réduction d'impôt qui est posée, c'est parce que l'État essaye de mettre une flèche pour dire, voilà, c'est par là que l'argent doit aller. Donc, par exemple, quand justement l'ISF a été retiré au profit de l'impôt sur la fortune immobilière, l'idée c'était que les personnes justement euh, qui pouvaient et qui avaient la possibilité d'investir, réinvestissent dans l'économie. Sachant que, bien sûr, vous doutez bien que toutes ces réductions d'impôts, elles ont une liste de conditions voilà, qui sont quand même très strictes. Donc ça, c'est le premier cas. Moi, je connais aussi beaucoup, enfin certains de mes clients, quand j'ai commencé, ils préféraient faire des dons parce qu'ils préféraient justement savoir où leur argent allait, plutôt que de payer des impôts. Donc en fait, on avait un rôle, nous, c'était de leur faire une simulation d'impôt sur le revenu pour que derrière, ils puissent faire des dons à hauteur pour ne pas payer d'impôts. Donc ces gens-là, en fait, ils ont littéralement respecté la loi. C'est juste qu'ils ont dit, bah moi je préfère donner, par exemple, je sais pas, à la lutte contre le cancer, je préfère donner pour les enfants, n'importe quelle cause qui est légale et qui va donner la possibilité d'obtenir la réduction d'impôt plutôt que de payer des impôts. Ces gens-là, au final, ils vont payer plus pour ces causes-là que s'ils avaient payé des impôts. Donc en fait, personne, entre guillemets, personne n'a quoi que ce soit à leur reprocher. Ensuite, vous avez un autre cas, et celui-là, il est quand même très courant, c'est les personnes justement qui ont des entreprises mais qui se rémunèrent elles-mêmes très peu. Donc, c'est pas des exemples qui sont rares. Quand vous avez une entreprise, que vous êtes associé dans une entreprise, donc vous avez créé votre activité, en fait, c'est votre entreprise qui va payer l'impôt sur le bénéfice que vous allez faire. Derrière, le seul moment où vous allez payer de l'impôt sur le revenu, c'est si vous vous payez et vous ressortez de l'argent pour vous verser de l'argent à vous-même. À ce stade, certaines personnes préfèrent laisser l'argent dans leur entreprise pour le réinvestir par la suite dans leur activité que parfois bah, dépasser le fameux seuil d'imposition. Donc, parfois, on se retrouve dans des situations où il y a un impôt qui est payé, parce que l'impôt sur le bénéfice pour les entreprises, c'est quand même 25%, mais les personnes ne se rémunèrent pas forcément. Alors, certains vont dire, mais comment ils vivent? Bah après, en fait, tout dépend. Il y en a voilà, qui ont des situations qui permettent ça, qui ont mis de l'argent de Oui, côté avant et qui, puis pendant 2, 3 ans, vont pas se payer. tout à fait, très, très simplement, parce qu'on en connaît tous, ils peuvent être mariés, leur conjoint a un revenu suffisant pour assurer un train de vie minimum, etc. Ils encaissent des Dans ce loyers, cas-là, etc. ils paieraient de l'impôt Ils via leur paieraient de conjoint. l'impôt, hein, tout à fait. Il y a un foyer fiscal. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui au début, bah, qui ont eu des carrières qui ont mis de l'argent de côté et qui se sont dit, on va créer notre société. Sauf que bah, quand vous créez votre société, vous allez beaucoup réinvestir dedans. Voilà, pour tous ceux qui ont entrepris et qui ont commencé à entreprendre, bah, c'est quelque chose qui est pas, qui est pas rare. C'est que pendant 4, 5 ans, parfois, les patrons se payent pas parce qu'ils vont embaucher, parce que, ils vont réinvestir dans leur activité, que ce soit dans du développement, que ce soit dans l'achat d'immobilisation, etc. Donc, même s'ils ont de l'argent de côté et qu'ils se payent comme ça le temps bah, que l'entreprise et qu'ils puissent se permettre de se payer, bah, au final, ces gens-là sont pas imposés, mais c'est sur des périodes qui sont pas indéfinies. C'est-à-dire que quand on dit à ce stade, il y a 13 000 personnes, 13 000 millionnaires qui payent pas d'impôts, ça veut pas dire qu'ils payeront jamais d'impôts ou qu'ils ont jamais payé d'impôts. Oui, c'est C'est ça peut-être aussi qu'il faut concentré voir. sur quelques années. C'est peut-être concentré sur quelques années. Encore une fois, c'est des données qu'on n'a pas. Ouais, c'est des données qu'on n'a pas. Et à titre d'exemple, bah, peut-être également l'héritage, parce que l'héritage permet effectivement d'accroître parfois de manière très importante son patrimoine, sans pour autant que ça ait d'incidence sur le revenu. Alors, en plus de ça, il y a un impôt sur la succession, donc encore une fois, un impôt a été versé. Et c'est ça qui est un peu, enfin, moi que je trouve dommage dans un sens, c'est que avec cette communication, au lieu de se dire, bon, alors déjà, premièrement, est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi la source de ce chiffre? Ou de se dire, bah, peut-être que ce chiffre, justement, n'est pas un problème en soi. Bah, on se retrouve à devoir faire des suppositions dans tous les sens de savoir, mais au final, pourquoi ces 13 000 personnes ne payent pas d'impôts? En fait, enfin, c'est absolument pas constructif. On ne sait pas, au final. Et donc, bah oui, en effet, peut-être que des personnes ont hérité, peut-être que, en fait, on en a absolument Oui, aucune on ne idée. sait pas. Ouais. Ouais. Oui, parce que comme vous, dans votre poste, c'est un peu voilà, vous concluiez de la manière suivante, vous rappeliez tous les impôts que l'on peut payer
en dehors de l'impôt sur le revenu, et cette donnée, on ne l'a pas dans les 13 000 contribuables en question. Alors voilà, j'énumère très rapidement ce que vous disiez. Vous aviez cité la CSG, la CRDS, l'IFI, on en a assez parlé, la taxe foncière, l'IS au niveau de la société, vous en avez un petit peu parlé, le PFU quand il s'agit effectivement de dividendes qui ont été distribués, la TVA et ainsi de suite, et ce qui montre bien que ces fameux contribuables en question, ils sont pas exonérés totalement d'impôts comme la polémique pouvait sembler le montrer. Je pense surtout qu'il faut remettre la mesure où elle est. L'impôt est la plus grosse source de revenus de l'État aujourd'hui, c'est la TVA. L'impôt sur le revenu, c'est une part minime au final de tout ça. Et alors, quand les gens hurlaient sur l'ISF, c'est encore une part encore plus minime des recettes qu'il y avait dans tout ça. Encore une fois, dès lors que vous êtes consommateur, de toute façon, vous payez des impôts. En fait, il faut partir d'un principe simple. À chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez des impôts. À chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Dès qu'il y a une transmission des mouvements d'argent, très souvent, il y a un impôt. Moi, beaucoup de gens m'ont posé la question, mais au final, quand est-ce qu'il n'y a pas d'impôt? Bah, franchement, donc non, je pense que enfin, je pense qu'aussi l'incompréhension vient du fait que, en fait, comme j'ai dit, l'information qu'il y a, les détails, le fonctionnement même de l'impôt, pas beaucoup de monde le comprend vraiment. Mais pour vous dire, hein, c'est que, enfin, même nous, en tant que fiscalistes, on doit se reformer tous les ans, que ce soit sur la loi de finances, sur les déclarations d'impôts, sur toutes les réformes qui passent, et on en découvre tous les ans. Et pourtant, on fait ça tous les jours. Donc moi, je vois, et je le vois chez mes clients, il y a beaucoup de moments où ils me regardent avec des grands yeux quand je leur apprends quelque chose de nouveau. Et pour autant, c'est des textes qui s'appliquent à eux. Et c'est un vrai problème. Bien. Eh bien, écoutez, Gaël, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous avez simplifié les choses, ce qui ne veut pas dire que vous les avez présentées dans le simplisme, parce que c'était pas le cas. Mais ça a permis de décrypter les choses de manière extrêmement claire. Puis finalement, si on est honnête, de faire dégonfler cette polémique. C'est ça. Et si on peut voir un exemple qui fonctionne plutôt bien, il suffit de passer chez nos voisins. Si vous prenez leur code des impôts, au début je me suis dit mais c'est un manuel, c'est un memento, c'est un tout petit parce que enfin, j'ai commencé à enfin, voilà, moi je fais beaucoup aussi d'international donc j'arrive à peu près à regarder les textes dans nos pays sans vous mentir. Ils font ça à leur code. Et pourtant c'est une fédération. Donc je pense que une des choses qu'on gagnerait à faire au final, c'est peut-être justement de simplifier beaucoup les choses pour les rendre plus claires. Mais une vraie simplification, pas nos lois de simplification à nous qui complexifient tout. Oui, complètement. Et vous voyez, je rebondis sur ce que vous disiez au début. Moi, je suis assez frappé par la rédaction, par exemple, du Code civil et la rédaction du Code général des impôts. Je suis d'accord, il y a certains articles du Code général des impôts. Je sais que quand on en parle avec mes étudiants, certains textes sont illisibles, alors que le Code civil reste relativement accessible, je trouve, hein. Bon, Ouais, pas toujours, mais mais nous c'est simple, quand nos étudiants à chaque fois, moi aussi j'enseigne à l'université et à chaque fois je leur dis, en fait quand on vous dit que le Code général des impôts est admis à l'examen, je leur ai dit, croyez pas que c'est un cadeau, hein, vous y toucherez pas. tout à fait. Alors que le code civil, en l'occurrence, on peut l'ouvrir. Ça peut servir à quelque chose. Quand j'ai passé mon barreau, j'ai ouvert mon code civil. J'ai pas touché au code général des impôts. Il était sur la table à côté de moi, c'était un gros soutien. Mais en fait, on peut pas, enfin, ça sert à rien de l'ouvrir. Ouais. Bien, eh ben, ça va être notre conclusion. On va militer pour la simplification du Code général des impôts. Il y a du pain sur la planche. Voilà. Merci Gaël et à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Alors, comme je vous l'ai indiqué au tout début de l'épisode, un mot pour le terminer. Puisqu'en fait, depuis notre enregistrement, avec cette avocate fiscaliste, Gaëlle Josse, il y a une information importante qui est venue compléter ce dossier. Le 1er avril 2026, donc tout récemment, il y a eu une audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Cette audition, c'était celle de Sophie Maillard, qui est la chef du département des études et statistiques fiscales à la Direction générale des finances publiques, donc quelqu'un qui sait clairement de quoi il parle. Et cette audition, elle a permis d'avoir des précisions intéressantes sur ces fameux 13 000 millionnaires.
Alors, ce qui montre, au passage, d'ailleurs, qu'il n'y a aucune opacité et volonté de cacher quoi que ce soit. Ça mérite toujours d'être dit. Alors, les chiffres délivrés par Sophie Maillard nous disent quoi? En fait, le fisc a contrôlé, effectivement, ces 3 dernières années, entre un quart et un tiers de ces fameux foyers fortunés qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Et donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été laissés de côté. Hein. On a regardé d'un peu plus près leur situation fiscale. Et on a quand même 58% d'entre eux qui ont fait l'objet d'un redressement. Alors ça veut dire 2000 redressements fiscaux, un total de 104 millions d'euros de droits redressés. Alors à chacun d'apprécier si c'est important ou pas. C'est vrai que ce qui sera intéressant, on n'a pas le chiffre. J'ai cherché, mais j'ai pas eu d'informations complémentaires. Est-ce que ça représente une masse importante par contribuable de volonté d'échapper à l'impôt, ou est-ce qu'on a des gros fraudeurs qui viennent un petit peu grossir, vous voyez le tableau? Ça, je sais pas. Et c'est vrai que ce sera intéressant de le savoir. Donc 104 millions d'euros de droits redressés. Des droits redressés, ça veut dire en fait on demande aux gens de payer l'impôt auquel ils avaient échappé, et s'ajoute quand même 28 millions d'euros de pénalités. Alors, est-ce que ces chiffres viennent nuancer notre échange avec Gaël Josse? Oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où on constate quand même qu'il y a une part assez significative de ces contribuables millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui finalement a fraudé, pour dire les choses franchement. Mais de l'autre, on a quand même un pourcentage relativement important de ces 13 000 millionnaires qui sont quand même dans une réalité de leur situation fiscale, c'est-à-dire certes ils ont un patrimoine important, mais leur non-paiement de l'impôt sur le revenu est complètement légal, c'est-à-dire ils ont utilisé des outils d'optimisation classiques. Gaël Josse les a décrits largement, je ne vais pas revenir dessus. Ils ont fait du réinvestissement, ils ont fait des dons, il y a de l'héritage également dans tout ça. Donc ça n'enlève rien à cette analyse qu'a fait ici notre avocate fiscaliste. Par contre, et moi c'est toujours la dimension positive que j'en retire, c'est que finalement le ministère de l'économie et des finances n'est pas resté totalement inactif par rapport à ces situations. Il n'a pas attendu que le chiffre de 13 000 millionnaires ne payant pas l'impôt sur le revenu soit mis sur la place publique il y a seulement 2 mois environ, puisque ça fait 3 ans que ces personnes ont été contrôlées. Donc voilà, cette rectification que je voulais faire. Donc finalement, sur ces 13 000 millionnaires qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de scandale généralisé non plus. Il n'y a pas de dossier vide. Donc vous voyez, on est sur une réalité qui est un petit peu entre les deux. Et je trouvais intéressant de souligner tout ça. Donc voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez mettre toujours un pouce pour booster la diffusion de l'épisode. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de suivre les épisodes de Passion Immo. En tout cas, je vous dis à très bientôt.